Au nom de l'Académie tunisienne des sciences et des arts, je voudrais vous dire combien nous sommes heureux de cette rencontre qui implique de nombreuses disciplines et des régions Orient, Occident, dans un dialogue fécond. Quand l'histoire et science se rencontrent, quel regard historique porté sur la circulation des savoirs au Moyen Âge. Vous avez déjà eu 2 journées de rencontres. Le compte-rendu qui m'en a été fait indique que vos débats ont été d'une extrême richesse. Ce jour est le 3e en notre académie. J'espère qu'il sera aussi riche que les 2 jours précédents. L'événement que voici réunit des chercheurs venus de plusieurs pays et d'horizons différents. Pendant 3 jours, dont le dernier aujourd'hui, est réservé à notre académie. J'exprime ma reconnaissance au département des études islamiques, représenté ici par son directeur, le professeur Ahmed Naïf, et par Simordé Darfa, qui a été un élément important pour l'organisation de cette rencontre. À mes 2 amis, les académiciens, j'exprime mes remerciements. Le domaine que vous êtes en train de discuter a souffert d'un cloisonnement disciplinaire. Et il a toujours été difficile pour se faire une place. La science exacte, celle du terrain, qui a été souvent dominée par une vision présentiste, qui a manqué d'examiner les savoirs du passé en les examinant, non pas seulement du point de vue scientifique, qui a connu des progrès considérables, même si ce n'était que le Moyen Âge, mais le regarder aussi avec la philosophie, avec une approche plus conceptuelle que contextuelle des sciences, les envisageant non seulement dans leur internalité, mais dans le cadre des facteurs historiques. Les travaux récents ont révélé que la discipline que vous êtes en train d'examiner est une discipline ouverte, transversale, qui convoque et interpelle de nombreux champs disciplinaires, tous nécessaires à sa bonne compréhension. J'ai vu votre programme, il intègre la philosophie et la linguistique pour l'analyse des textes anciens, les sciences exactes pour la maîtrise du contenu théorique, l'épistémologie pour l'analyse des concepts, l'histoire sociale et culturelle pour envisager la dynamique des savoirs et des pratiques, ainsi que leur transmission dans leur contexte intellectuel et socio-culturel. Les interventions d'aujourd'hui, je le vois dans votre programme, seront placées sous le signe de la relecture et du renouveau historiographique à travers un double retour. Dans le panel 12, qui est envisagé immédiatement, c'est un retour sur les contributions des sciences arabes et islamiques, en portant, bien sûr, et j'en suis heureux, un regard critique sur un récit relativement européen ou eurocentré de l'histoire des sciences, avec une conférence donc plénière qui va être prononcée par le professeur
Marouane Benlileh, suivi par un panel, le panel 11, consacré à l'histoire des mathématiques arabes, et par un panel suivant, le panel 12, sur l'historiographie. Et un deuxième retour sur les aspects relatifs à l'arrière-plan culturel, idéologique, philosophique, théologique, et ses rapports avec l'activité scientifique, au Moyen Âge particulièrement. Ce panel est consacré à la théologie, la philosophie naturelle et la méthodologie scientifique. Je voudrais dire que les thèmes, leur interrelation, les discussions historiques, scientifiques, philosophiques, philologiques que vous êtes en train de passer en revue sont très importantes à l'échelle humaine et sont importantes pour notre académie qui veille à la multidisciplinarité, l'interdisciplinarité. Nous sommes très heureux d'abriter cette rencontre. Dois-je dire aussi que nous sommes honorés par la présence des chercheurs venant de Belgique, avec une présence très forte. J'espère et nous œuvrerons pour que nos amis belges soient plus souvent avec nous, pour que nous entamions des activités communes. Avant de terminer, je voudrais vous dire que nous sommes de nouveau extrêmement heureux d'abriter cette rencontre et que vous souhaitez à tous de très agréables et fructueux moments d'échange. Je vous remercie. La parole est au chef du département d'études islamiques, mon collègue Hamida El-Naïfer. شكرا سيد الرئيس. السلام عليكم، صباح الخير. يسعدني باسم قسم الدراسات الإسلامية أن أرحب بهذا اللقاء العلمي المتميز الذي يطرح قضايا نحن مهتمون بها بدرجة كبيرة في قسم الدراسات الإسلامية. في قسم الدراسات الإسلامية نهتم بقضايا التفاعل التاريخي العلمي في مراحل مختلفة، المراحل القديمة والمراحل المعاصرة، ولذلك نعتبر أن هذا اللقاء هو تتويج لاختيارات قمنا بها في هذا القسم منذ سنوات، حين تناولنا القضايا الإسلامية ليس بالمفهوم الدقيق الفقهي، وإنما بالمفهوم الحضاري الذي تشتغلون عليه كما كان يشرح السيد الرئيس في قضايا المعرفة المختلفة، التنافذ بين المعارف، بين العلوم وبين التاريخ، خاصة في مرحلة نعتبرها مرحلة في غاية الأهمية حين تشتغلون عليها، وهي المرحلة الوسيطة. حديث عن العصر الوسيط يهمنا لأننا ندرك أن هذا العصر ليس كما يظن في العادة عصر ضعيف جدا من ناحية الفاعلية التاريخية بين العلوم والتاريخ، بل بالعكس ما تقدمونه اليوم وما قدمتموه في اليومين الماضيين يؤكد على هذه المسألة، مسألة التفاعل العلمي الذي كان قائما في العصر الوسيط. اسمحوا لي أيضا أن أتحدث عن قضية خصوصية العلاقة بين العلم والتاريخ. نحن نعتقد في القسم ونشتغل على هذه المسألة أن العلاقة بين التاريخ والعلم هي مسألة ضرورية لكي نكتشف الإمكانيات التي كانت قائمة في العصر الوسيط والتي يمكن أن تفيدنا بدرجة كبيرة فيما نعاني منه اليوم من مشاغل معرفية وفيما نواجهه من تحديات فكرية واقتصادية وعلمية ورياضية. إذن هذا الاختيار وهذه القضايا التي تطرحونها هي مشغل من المشاغل الذي نهتم به في قسم الدراسات الإسلامية، ولذلك نشعر بأن هذه الفرصة هي أفضل ما يمكن أن يقدم في بيت الحكمة وأفضل ما يمكن أن يقدم في قسم الدراسات الإسلامية. شكرا لكم جميعا
وأكرر ترحابي بكم، وتفضلوا بانطلاق أعمالكم في هذه الجلسة الثالثة في هذا اليوم الثالث. شكرا. Bonjour. Donc, c'est un plaisir pour moi de modérer cette séance consacrée à l'histoire des mathématiques. Et Marwan Ben Miled va nous parler ce matin de la syntaxe et de la sémantique en mathématiques arabes. Marwan Ben Miled est enseignant-chercheur à l'École nationale des ingénieurs de Tunis, spécialiste de la logique et de l'histoire des mathématiques arabes. Et sa thèse a porté sur les commentaires du livre 10 des éléments. Sans plus tarder, je lui laisse la parole. Marwan, c'est à vous. Oui. Bien. Merci, Kauthar. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le responsable des études islamiques à Beit Hakma, et merci à toute l'organisation, surtout Maïs à part mieux, mais tous les autres aussi, Kauthar, de ce colloque. Voilà. Alors, je vais parler de syntaxe et sémantique en mathématiques, pas seulement dans le cadre des mathématiques arabes. Je vais faire un survol de plusieurs millénaires. Qui m'obligera à faire quelques raccourcis, vous m'excuserez dans le temps qui m'est imparti. Alors, je vais commencer. Alors, je vois pas, excusez-moi, je vais me mettre debout, je serai mieux pour voir à l'écran. Voilà. C'est bien. Bien. Donc, juste pour fixer les termes, hein, quand on parle de syntaxe, vous le savez très bien, je le rappelle pour la forme, il s'agit de l'organisation des différents termes d'une proposition. C'est une organisation formelle, c'est une organisation structurelle, c'est une organisation certainement pas munie de sens au départ. Bien. Le sens des propositions, lui, est le domaine de la sémantique, bien sûr. On vous donne un petit exemple. L'enfant mange le biscuit mange l'enfant. Du point de vue syntaxique, vous savez tous, c'est la même chose. Du point de vue sémantique, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Alors, donc la sémantique, c'est l'étude des langues du point de vue de la signification, en tenant compte des structures, des phénomènes de la signification dans une langue. Bien. Donc le sens s'obtient par interprétation. Lorsqu'on a des termes, il faut les interpréter pour obtenir du sens. Ces choses-là qui sont connues des linguistes ont joué un rôle en mathématiques. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Voilà. On commence avec les éléments d'Euclide. On a une structure axiomatico-déductive, c'est-à-dire qu'on a quelques propositions qui sont posées comme vraies. Elles ne sont pas seulement posées comme vraies, elles sont vraies parce qu'elles sont évidentes. Et puis elles sont indépendantes les unes des autres. Et d'elles, on va essayer de dérouler toute une série de propositions, de théorèmes par des démonstrations. Donc des déductions à partir d'axiomes de départ et tout un raisonnement hypothético-déductif qui s'ensuit. Voilà. Les axiomes sont vrais. Les déductions conservent la vérité. Donc les théorèmes ou les propositions sont vrais également. Les éléments d'Euclide servent de modèle à tous les mathématiciens, aujourd'hui encore. Hein. Là, j'ai donné l'exemple des éléments de mathématiques de Bourbaki au XXe siècle, qui sont aussi conçus un programme assez ambitieux de mathématiciens qui veut refonder l'ensemble des mathématiques contemporaines sur une série d'axiomes. On verra par la suite, même si le projet de Bourbaki continue à fonctionner, quand même qu'aujourd'hui on sait que l'ambition de départ est impossible. On le verra à la fin de cet exposé. Bien. Géométrie arithmétique, c'est le domaine des mathématiques avant l'algèbre, c'est-à-dire avant le IXe siècle. Bien sûr, il y a d'autres domaines, la musique, la mécanique, l'astronomie, où arithmétique et géométrie se retrouvent. Mais disons que fondamentalement, on a de la géométrie ou de l'arithmétique. J'expliquais hier pourquoi les deux ne peuvent pas parler le même langage, pourquoi on ne peut pas faire de l'arithmétique, de la géométrie avec de l'arithmétique. Il y a un problème
ce qui était là et d'autres, vous savez, c'est le problème de l'incommensurabilité. Mais ce qui nous importe, c'est que tout à coup, le visage des mathématiques change avec l'irruption de l'algèbre. C'est une nouvelle discipline qui arrive au IXe siècle, que l'on doit à un mathématicien qui s'appelle Mohamed ibn Moussa al-Khawarizmi. Et là, vous allez voir qu'on fait des mathématiques de façon complètement différente. Dans son algèbre, il commence par poser 3 termes qu'il appelle le mel, le jadr et l'adad mufrad. On peut traduire par argent, racine et nombre simple. Il pose aussi que le mel est le carré de la racine. D'accord? Que l'argent est le carré de la racine. Mais il n'explique pas de quel carré il s'agit, d'un carré géométrique ou d'un carré arithmétique. Et puis, on va voir ce qu'il va faire avec ces 3 termes-là. Le nombre simple, bon, c'est une classe de nombres, donc les 3 sont des nombres. Bon, je passe là-dessus, c'est un peu pointu. Dans notre langage actuel, le MEL, c'est la puissance 2 de l'inconnu. Le jadr, c'est l'inconnu. Et l'adad mufrad, c'est un nombre. Un nombre. Dans une équation de second degré, ça serait x2 plus bx égale c. Ce nombre-là, ce serait l'adad mufrad. Le c, ce serait l'adad mufrad. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'avec ces 3 termes-là, il va faire des combinaisons. Les combinaisons sont des mels sont égaux à des racines, des mels sont égaux à des nombres, des racines sont égales à des nombres, des mels plus des racines sont égaux à des nombres, des mels plus des nombres sont égaux à des racines plus des nombres sont égaux à des mels. Alors, si vous êtes attentif à la façon avec laquelle il compose ces 6 phrases, je vais appeler ces 6 équations, je vais appeler ça des phrases, le sens du mot mel et le sens du mot racine et le sens du mot nombre n'intervient absolument pas. Il fait juste une combinatoire, enfin des arrangements. Vous pourriez remplacer les mots mel, racine et nombre par table, chaise et micro, et puis vous les combineriez, vous obtiendrez quelque chose de la même forme. Donc, c'est purement syntaxique. C'est purement syntaxique. Il n'a pas mis de sens dessus, il n'a pas utilisé le sens qu'on peut imaginer. On peut se dire, tiens, le mel, c'est l'argent, ou je ne sais quoi. Et ce sens-là n'est pas utilisé du tout dans cette combinatoire. Donc déjà, dès le départ, on est dans une démarche purement syntaxique pour l'instant. Le livre va continuer à se développer, ce qui n'a jamais existé avant, parce que lorsque Euclide présente un axiome, un théorème, les termes ont du sens, et c'est leur sens qui fait que le théorème est vrai. Alors ici, on ne peut même pas dire que ces 6 phrases-là sont vraies, et si même on voulait y mettre de la vérité, on arriverait à une contradiction entre elles, parce qu'elles sont contradictoires les unes avec les autres. Donc on ne peut pas dire, voilà, on a 6 théorèmes, puisqu'on a 6 propositions qui sont construites de façon purement formelle, et que si même on voulait y mettre du sens, elles seraient contradictoires. Donc il n'est pas question de dire qu'on les a démontrées, encore moins. C'est quelque chose de nouveau, parce que le mathématicien, son boulot, c'est de démontrer des théorèmes. Alors là, on n'est pas en train de démontrer des théorèmes. Donc on n'est pas en train de faire des mathématiques. Et puis, donc ça j'ai expliqué. Alors, sans ni vrai ni fausse, c'est-à-dire le degré on s'en fiche. Et puis après, pour chacune de ces 6 phrases, ces 6 équations, il donne un algorithme de résolution. Alors qu'est-ce que c'est un algorithme? Un algorithme, c'est un point de départ, un input, si on va pour parler le langage des informaticiens, et après une série de procédures, une série d'étapes, de transformation de l'input pour arriver à un output, à un résultat. Il faut qu'à chaque, et c'est très mécanique, il faut qu'à chaque étape, on sache comment on va passer à l'étape suivante. Il ne faut pas qu'à un moment donné, on tourne en rond. Il faut que ça soit fini. Il ne faudra pas que ça soit infini comme démarche. Donc, vous voyez, l'algorithme en lui-même, c'est quelque chose de purement syntaxique. Et comme le présentent les algorithmes que présente Al-Khawarizmi, qui sont à quelques nuances près, qui fait que comme les coefficients pour Al-Khawarizmi, ils sont toujours positifs, mais à cette nuance près, donc nous, on a aujourd'hui la méthode du discriminant qu'on apprend au lycée, qui est l'algorithme pour résoudre des équations du second degré. C'est le même algorithme, sauf qu'il a différents cas parce qu'il ne considère pas les coefficients négatifs. Sinon, c'est exactement cet algorithme que l'on utilise encore aujourd'hui. Donc, un algorithme, c'est quoi? C'est une procédure purement syntaxique. Une machine à calculer est capable de le faire, un ordinateur le fait, sans rien comprendre. Et puis, la plupart des lycéens, d'ailleurs, le font sans chercher à comprendre, et ils ont raison. Rien à comprendre. On part d'un point de départ, on arrive à un point d'arrivée, et on a une solution. Alors, le sens existe. Il vient après.
Donc, chaque algorithme, alors, on nous dit chaque algorithme est démontré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai écrit que ça veut dire démontrer. Un algorithme, ça ne se démontre pas. Un algorithme, il fait ce que vous attendez de lui. C'est-à-dire que si vous attendez que la solution représente un problème particulier en géométrie, ou un problème particulier en physique, ou un problème particulier en arithmétique, si l'algorithme donne le résultat attendu, eh ben c'est que l'algorithme est bon. S'il ne donne pas le résultat attendu, il n'est pas bon. Donc on n'a pas démontré l'algorithme, mais on a démontré qu'on a vérifié que l'algorithme fait ce que l'on attend de lui. D'accord? Donc c'est une série de transformations syntaxiques, un algorithme, sur une forme de départ qui donne une forme à l'arrivée. Et puis si on donne du sens à la forme de départ et on donne du sens à la forme d'arrivée, et que ce sens est vrai, eh ben, ça veut dire que l'algorithme il a fait ce qu'on voulait. Si le sens d'arrivée est faux, ben, l'algorithme n'a pas fait ce qu'on voulait. Alors, lorsque Al-Khwarizmi démontre ces algorithmes en guillemets, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement cela. On appelle ça dans le langage contemporain, on prouve la correction de l'algorithme. On démontre un théorème, mais on prouve la correction de l'algorithme. Ce n'est pas la même chose. Alors, comment il le fait? Il le fait par des moyens géométriques. C'est-à-dire que pour chaque algorithme, ça sera refait par Thabit ibn Qara par la suite, mais Al-Khwarizmi déjà, pour chaque algorithme, Al-Khwarizmi donne une interprétation géométrique. C'est-à-dire que l'équation de départ est interprétée géométriquement. Le carré MEL devient un carré géométrique, la racine devient un segment, le produit d'un segment avec un segment devient une surface, le produit d'un coefficient avec un MEL reste une surface, le produit d'un coefficient avec un jadr, un x, devient une surface, etc. Et donc, il a une interprétation géométrique de l'équation de départ, il déroule son algorithme et il s'aperçoit que le résultat de l'algorithme correspond à des transformations géométriques de sa figure. Donc l'algorithme fait ce que je veux. C'est-à-dire que lorsque j'interprète les données formelles que j'avais au départ, celles de l'équation, géométriquement, que je regarde, je le mets en input de mon algorithme, je regarde ce qui sort en output, ça correspond exactement aux constructions géométriques que me donne la géométrie. Donc l'algorithme fait ce que je veux. Donc l'algorithme est correct. Je ne vais pas dire qu'il est démontré, mais je vais dire que sa correction est prouvée. Voilà. Alors, vous voyez cette démarche. Première démarche, purement syntaxique. Deuxième démarche, je mets du sens par une interprétation géométrique. Et dans la démarche syntaxique, il y a la construction des phrases et il y a aussi l'algorithme sans syntaxique. Après, je mets du sens et à ce moment-là, j'obtiens la résolution des équations qui permet, dorénavant, de traiter des problèmes géométriques d'une façon générale ou des problèmes arithmétiques de façon générale. Donc maintenant, j'ai un outil, l'algèbre, j'ai un outil qui permet de décrire par interprétation tous les problèmes non, pas tous, un certain nombre de problèmes géométriques ou un certain nombre de problèmes arithmétiques. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas démontré de théorème, je n'ai même pas fait de démonstration au sens axiomatico-déductif. Tout ce que j'ai fait, c'est construire un langage abstrait, formel, qui permet en son sein de décrire à la fois la géométrie ou l'arithmétique, mais qui est aussi ouvert à tout ce qui peut venir après, sur lequel je peux opérer. Et à partir duquel, par la suite, je peux traiter de la géométrie dans le cadre des équations ou traiter de l'arithmétique dans le cadre des équations algébriques. Donc, vous voyez, c'est une façon complètement différente de faire des mathématiques. On n'est plus en train de démontrer des théorèmes. Et aujourd'hui encore, vous posez la question à n'importe quel mathématicien, c'est quoi ton métier? Il va dire, je démontre des théorèmes. En réalité, il utilise massivement de l'algèbre. Alors, ça pose un problème, c'est que cette algèbre ne repose pas sur une axiomatique, comme la géométrie reposait sur une axiomatique. Et donc, un problème au niveau des fondements, quelque chose qui manque, parce qu'il n'y a pas de fondement axiomatique à cette chose-là. Or, ça va être utilisé massivement par les mathématiciens par la suite. Et petit à petit, ils oublient qu'il y a un problème, que tout ça n'est pas fondé correctement, puisque le fondement, c'est la géométrie, et l'algèbre est un métalangage par rapport à la géométrie, et ne peut pas être fondé sur les axiomes de la géométrie. Elles peuvent être, les formes de l'algèbre sont interprétables dans le cadre de la géométrie, mais les constructions syntaxiques de l'algèbre ne reposent pas sur une axiomatique. Les axiomes, d'autant plus qui sont vrais,
Et puis les formes algébriques, elles sont données par une construction combinatoire et contradictoire l'une avec les autres, si pour peu qu'on veuille leur donner du sens. Il ne s'agit absolument pas d'axiomes. Bien. Alors, ça c'est pour les démonstrations. Donc, il s'agit un peu plus en détail, la syntaxe que présente, c'est une syntaxe structurelle accompagnée d'une sémantisation grâce à une interprétation géométrique. Alors, ça va permettre après aux mathématiciens qui vont venir après de s'emparer de cet objet-là, de ce métalangage, de cette langue abstraite, et de réinterpréter dedans, enfin non, de formaliser dedans la géométrie grecque ou l'arithmétique grecque, et par la suite, toutes les figures, les démonstrations assez longues, difficiles des éléments, par exemple, mais des coniques, etc., peuvent être transformées en équations algébriques, résolues par l'algèbre, un algorithme. À ce moment, ça devient très facile, hein, c'est un input et un output, ça se fait automatiquement, et des démonstrations compliquées en une forme simple. Le résultat obtenu, le résultat de l'équation, est replongé par la suite dans la géométrie, réinterprété, et à ce moment-là, on a la solution géométrique. Même chose avec l'arithmétique. Ce programme-là, hein, qui s'ouvre, il est réalisé par des mathématiciens comme le Meheni, le Khazen pour la géométrie, Rostam Noulouk pour l'arithmétique. Alors bien sûr, en étendant les termes de l'algèbre et en étendant les formes algébriques, bien sûr. Ils ne se contentent pas de ce qu'a fait le Khwarizmi. L'algèbre se développe pour pouvoir répondre à ce programme. Alors, la partie sur l'algébrisation de la géométrie a été décrite, j'espère pas trop mal, dans ce livre qui a été, je le montre parce que c'est une des publications de Beit al-Hakma, d'une collection qu'on a lancée avec le professeur Rached et le professeur Bouhardiba, et que l'on espère voir continuer à vivre. Et puis, arrive une réforme de l'algèbre, début du XIe siècle, fin 10e, début du XIe siècle, avec le Karaji, et puis postérieurement avec As-Sama al-Maghribi, où il ne s'agit plus d'équations. Il s'agit de formes pures que l'on appelle aujourd'hui les polynômes. C'est-à-dire que la chose n'est plus l'inconnu, qui est déjà quelque chose de beaucoup plus abstrait que le segment. Alors, il faut que l'on s'entende ici. L'inconnu dans un problème géométrique, ça peut être un segment que l'on cherche à déterminer ou une surface que l'on cherche à déterminer. Dans un problème arithmétique, ça peut être un nombre, trouver trois nombres tels que le carré du premier plus le carré du deuxième égale le carré du troisième. Avant de poser le problème, il n'y a pas d'inconnu. Une fois que le problème est posé, il y a trois inconnus pour le problème que je viens de poser là. Et on le résout, on dit 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. On a trouvé une solution et le problème résolu, il n'y a plus d'inconnu. Alors qu'avec l'algèbre d'Al-Khwarizmi, les connus sont posés dès le départ, indépendamment de tout problème. L'inconnu est posé dès le départ, indépendamment de tout problème. Et à chaque fois que l'on pose un problème, on le formalise dans le cadre de ce langage-là, dans le cadre de ces inconnus-là. Donc là, quand on parle d'inconnu, dans le cas de l'algèbre, il ne s'agit pas d'un problème dans lequel il y a quelque chose que je ne connais pas, mais il s'agit d'une inconnue abstraite, formelle, qui s'adapte ou qui permet de formaliser tous les problèmes où il y a une inconnue réelle liée au problème. Alors, avec le Karaji, il n'y a plus d'inconnu, il n'y a plus qu'une variable indéterminée. C'est-à-dire que vous n'avez plus l'équation avec une égalité, mais vous avez uniquement une série de termes. Pour ne pas parler un autre langage, vous n'avez plus un sujet, un verbe et un complément. AX2 égale à BX, trouvez X, mais vous avez uniquement AX2 ou uniquement BX. En réalité, des formes beaucoup plus élaborées que cela, des formes polynomiales. Donc, on n'a même plus Jom la moufid, on dirait en arabe. Hein, on n'a même plus une phrase qui pourrait faire sens. D'accord et donc, ce polynôme, alors, si vous comprenez bien, si je dis que l'inconnu disparaît, ce n'est plus qu'une variable indéterminée, c'est-à-dire que ce n'est plus qu'une boîte vide dans laquelle on pourrait mettre n'importe quoi à la place. Hein, on pourrait mettre un segment géométrique, on pourrait mettre un nombre, on pourrait mettre aussi une inconnue de l'algèbre, d'accord? Et si cette boîte, elle est vide, au niveau de la forme, elle pourrait même disparaître complètement. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire AX2 plus BX, je pourrais dire le coefficient A qui est
à tel niveau et le coefficient B qui est à tel niveau. Le coefficient A qui est au niveau du x2, le coefficient B qui est au niveau du x, mais le x en lui-même, c'est la boîte vide, elle n'a plus de sens. Et c'est exactement ce que fait Samael. C'est-à-dire que ici, le polynôme est représenté par un tableau. Si vous regardez le premier tableau, là, vous avez... Alors, en fait, ce sont des polynômes en x et 1 sur x. Bien sûr, c'est écrit de cette manière-là. On ne parle pas de x. Hein. Les x n'existent pas, mais on nous dit que ici, vous avez la, le shay qui correspond à cette position-là. Là, vous avez donc là, vous avez la puissance 1 du shay, là, la puissance 0 du shay, là, la puissance 2 du shay, etc. Donc là, ils n'écrivent pas x, hein, ils écrivent avec, en toutes lettres. Et puis, pour faire un polynôme, enfin un polynôme en x et 1 sur x, nous aujourd'hui on dirait, par exemple, si je voulais écrire le polynôme 2x égale à, pardon, 2x plus 5, il écrirait 2 ici parce que c'est la position du x, et puis il écrirait plus 5, il mettrait 5 ici. 2 ici et 5 ici. Les x disparaissent. S'il veut écrire 2x plus 1 sur x2, il mettrait un 2 ici à la place de la puissance 1, et puis 3 ici, parce que ça, c'est la puissance de 1 sur x2. Il mettrait 3 ici et 2 ici. Donc, vous voyez, la variable indéterminée, ce n'est plus que un objet, une place vide pour pouvoir y mettre tout objet. C'est ça, et elle disparaît. Alors aujourd'hui, c'est la définition moderne hein, des polynômes. On dit qu'un polynôme, c'est une suite finie de coefficients. Et là, tout ce que vous avez là, pardon, c'est vous avez une suite finie de coefficients. Voilà. En fait, là, c'est une suite finie de coefficients. Hein, c'est exactement ça. C'est la façon moderne de le faire, mais elle était déjà faite à ce moment-là. Il ne s'agit pas de dire qu'est-ce qui a été fait avant ou après, mais il s'agit de comprendre que conceptuellement, on a vraiment dans un formalisme d'un niveau d'abstraction encore plus élevé que celui d'un khawarizmi. Alors la conséquence, c'est que maintenant, on ne peut plus interpréter les choses géométriquement. Ça n'a absolument aucun sens. Parce que géométriquement, la puissance 5, 6, 7, ça ne veut rien dire. La puissance 10, ça ne veut rien dire. Et donc là, on est dans des formes qui ne sont plus du tout interprétables. D'une part, pour la raison que j'ai donnée là, que puissance n ne veut rien dire géométriquement, mais aussi, on pourrait me rétorquer, oui, mais ça peut être interprété arithmétiquement. La puissance d'un nombre quelconque, la puissance quelconque d'un nombre, ça existe. Mais l'autre chose, c'est que ce que je disais tout à l'heure, vous avez là un polynôme, vous n'avez même pas un sujet et un prédicat. Vous avez quelque chose qui n'a pas de sens. Si vous dites x2 plus bx égale à c, et alors où est le prédicat? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, nous le khabar. Il faut qu'il y ait un sens, il faut qu'il y ait une information, il n'y a aucune information. Donc tout cela n'est pas interprétable du tout. Donc maintenant, on se retrouve avec une mathématique qui n'est plus du tout du domaine de la démonstration de théorèmes qui sont vrais, mais qui est dans la manipulation de formes. On est en train de manipuler des formes. Et ce qu'il fait avec ces formes-là, c'est qu'il les multiplie entre elles, il les divise entre elles, il divise suivant les puissances croissantes, suivant les puissances décroissantes, etc. Il obtient même des séries formelles, c'est-à-dire un développement infini, etc. Donc ces manipulations formelles deviennent le domaine de cette algèbre pure, si on pourrait dire. Certains disent que c'est vraiment là qu'on a le début de l'algèbre. C'est pas seulement le khawarizm, mais c'est là que ça commence. Bon, ça, c'est on met le curseur où on veut. Donc, un calcul formel. On a un calcul purement formel que l'on peut appliquer éventuellement aux équations, que l'on peut appliquer à la géométrie lorsqu'on se limite aux 3 premières puissances de l'inconnu, que l'on peut appliquer à l'arithmétique, mais que l'on pourra plus tard appliquer aux matrices, aux quaternions, et à des choses qui n'existent pas encore et qui existeront plus tard. Ce formalisme-là sert aux mathématiciens encore, servira toujours aux mathématiciens. Dès que vous êtes capable d'opérer sur un objet, eh bien vous avez là le formalisme des opérations. D'accord? Alors, il construit le Khawarizmi, pardon. Il construit ces termes de cette manière-là. Ils sont donc générés les uns après les autres. Donc, on est dans une syntaxe générative. Et puis, pour la sémantique, ben, il n'y en a pas. D'accord? Donc, on n'est plus du tout dans. Le mathématicien ne démontre pas des théorèmes, contrairement à ce qu'il croit. D'accord? Bien. Alors, on retrouve ce projet
d'avoir beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus ambitieux. Là, je saute plusieurs siècles d'un coup, et je me situe en Europe occidentale. Enfin, pour peu que l'Allemagne qui faut pas le penser, c'est l'héritière de la RFA, mais une Allemagne qui s'étend à l'Est, culturellement, je dirais pas Europe occidentale, disons une Europe plus nordique. Avec Leibniz, d'accord, on a le projet d'un système de symboles et de règles formelles, hein, donc une syntaxe qui permettrait de manipuler les raisonnements de manière mécanique et les idées de manière mécanique, afin, nous dit Leibniz, d'éliminer toutes les ambiguïtés qui existent dans la langue naturelle. Et il le dit, et alors, ce système formel, il faut lui donner du sens. Et Leibniz dit, bon, il y a des vérités contingentes, hein, issues éventuellement de l'expérience, du monde physique, qui peuvent être amenées à d'autres vérités qui sont des vérités de raison et qui, elles, seraient issues du raisonnement formel. Et à ce moment-là, on pourrait, par un calcul, grâce à ce raisonnement formel sur cette langue formelle, manipuler des idées, d'accord, et éliminer toute ambiguïté. Alors, c'est plus clair si je laisse Leibniz parler que comment je l'ai expliqué. Leibniz se dit, si l'on pouvait trouver des caractères ou signes propres à exprimer toutes nos pensées aussi nettement et exactement que l'arithmétique explique les nombres, ou que l'analyse géométrique, alors si on essaie de comprendre, quand il dit analyse géométrique, chez Leibniz, ça veut dire l'algèbre, hein, ou que l'algèbre donc exprime les lignes, on pourrait faire en toutes les manières, autant qu'elles sont sujettes au raisonnement, tout ce qu'on peut faire en arithmétique et en géométrie. Et si quelqu'un doutait de ce que j'aurais avancé, je lui dirais, comptons à partir de ce formalisme-là. D'accord? Bon, ça vous rappelle l'intelligence artificielle. Je suis bon là? Alors, on a donc ce projet, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. Je ne sais pas si... Bon, notre collègue n'est pas là, mais on pourrait en parler sur l'influence que ça a sur le positivisme éventuellement. On pourrait parler de la réalisation de ce projet avec l'algèbre de Boole, en partie, une partie de ce projet-là, qui permet de calculer aussi sur la vérité. Bon, donc je saute beaucoup de choses, hein, et j'en viens au 19e siècle. Au 19e siècle, on va avoir une refonte des fondements des mathématiques. D'accord? Alors, au départ, il y a beaucoup de choses, mais enfin, il y a deux choses sur lesquelles je veux m'arrêter. Il y a d'abord la découverte des géométries non euclidiennes. Les géométries non euclidiennes, il s'agit de dire, au lieu d'avoir les axiomes d'Euclide, on va essayer de les changer un petit peu et on voit ce qui se passe. Alors, il y a une raison pour cela, hein. C'est que avec Euclide, il y avait 5 postulats, je dis postulats, axiomes, il y a des données, enfin peu importe, mais disons, j'appelle ça des axiomes pour simplifier maintenant. Donc, avec Euclide, on a 5 axiomes. Les axiomes sont tous vrais, ils sont tous indépendants les uns des autres, on espère. Ils sont tous évidents, sauf un, qui est évident, mais qui quand même, on aurait tendance à dire que son évidence est un peu moins forte que celle des autres. Et on aimerait le démontrer à partir des autres. C'est-à-dire qu'on aimerait, à partir des 4 premiers axiomes, démontrer. Alors, je suis revenu à Euclide. Hein, on aimerait, à partir des 4 premiers axiomes, démontrer le 5e. C'est-à-dire le faire sortir des axiomes et le mettre avec les théorèmes. Mais on cherche et on ne trouve pas. Donc, on dit on cherche, c'est-à-dire que Thabit ibn Qara, par exemple, va tenter la chose. Il croit avoir réussi, mais en réalité, il utilise, il y a une erreur dans son raisonnement, il utilise une forme qui est équivalente à l'axiome qu'il veut démontrer, donc il l'utilise de façon implicite, il ne s'en aperçoit pas, donc ça ne marche pas. Et donc les mathématiciens vont être torturés par certains mathématiciens, puristes, logiciens, qui se préoccupent des fondements, vont être torturés par cette affaire-là en disant on fonctionne avec ces 5 axiomes-là, mais l'un d'eux est certainement un théorème, il faudrait le sortir des axiomes, mais on n'a toujours pas trouvé la démonstration. Et au 19e siècle, ça aboutit à quelque chose, c'est que certains mathématiciens disent, bon, et si je mettais comme axiome l'inverse du 5e, sa négation, qu'est-ce qui se passerait? S'il est démontrable à partir des 4 premiers, j'aboutirais à une contradiction, puisque mais s'il n'est pas démontrable à partir des 4 premiers, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent construire une géométrie
qui n'est pas du tout intuitif, qui est contre-intuitif, puisque le cinquième axiome, c'est un axiome qui vous dit, si je me donne dans un plan, si je me donne un segment de droite, une droite, pardon, et si je donne un point extérieur à la droite, je peux passer par ce point-là une seule droite qui est parallèle à celle qui est donnée. Bon, si vous niez ça, vous dites, je vais y avoir un truc faux, hein, parce que je ne veux pas tracer deux parallèles par un point puisqu'elles ne seront pas parallèles entre elles, puisqu'elles se coupent dans ce point-là, enfin, ça ne colle pas. Ils disent, je vais nier cet axiome-là, et je vois ce qui se passe. Ils s'aperçoivent qu'ils peuvent développer toute une géométrie qui est cohérente, mais contre-intuitive. En réalité, elle n'est pas si contre-intuitive que cela parce qu'elle correspond à un monde différent qui n'est pas celui du plan, mais qui est celui de la sphère ou celle de Botchevski qui est encore un peu plus compliquée. Il se passe quelque chose là. D'accord? Alors, je continue. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que ce qui est remis en cause maintenant, c'est le statut de l'axiome qui doit être évident et vrai. L'axiome n'est plus quelque chose qui doit être évident et vrai. L'axiome est quelque chose qui est fixé au départ, de façon arbitraire, et puis on voit qu'est-ce qu'on peut dérouler. Donc, si on attend maintenant d'un système axiomatique, ça va être autre chose. Ça va être sa consistance, sa non-contradiction, et sa complétude. C'est-à-dire qu'avec un système d'axiomes, j'ai assez d'axiomes pour pouvoir démontrer toutes les choses qui sont vraies, exprimables dans mon système. Si je veux quelque chose que je peux exprimer dans mon système, dans mon langage mathématique, et qui est vrai, je dois avoir des axiomes qui me permettent de le démontrer. Et là, je reviens aux mathématiciens qui démontrent des théorèmes. D'accord? Le deuxième problème qui se passe donc, au XIXe siècle, c'est qu'il y a des mathématiciens qui démontrent des théorèmes et d'autres qui trouvent des contre-exemples. Le théorème est démontré, donc il doit être vrai, mais il y a un contre-exemple qui montre que le théorème est faux. Pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, il s'agit par exemple la limite de suite de fonctions continues. On démontre que la limite est continue, alors qu'il y a des contre-exemples qui montrent que non, il y a des limites de suite de fonctions continues et la limite n'est pas continue. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? On se dit, si la démonstration semble correcte, c'est qu'on a un problème dans les fondements. Effectivement, il y a un problème dans les fondements, c'est que le problème dans les fondements, il vient du fait que de l'usage massif de l'algèbre, du calcul formel, qui vient on ne sait plus où, on a oublié, mais enfin qui nous vient de ce que je vous ai montré, d'El-Karaji, que tout le monde utilise massivement. Quand Newton, Leibniz, ils font du calcul différentiel et intégral, ils l'utilisent massivement pour faire des sommes de dérivés, des choses comme ça. Quand Lagrange fait de la mécanique, il l'utilise massivement pour faire des sommes de dérivés partiels, etc. Donc c'est partout. Et ce formalisme-là, il repose sur aucune axiomatique, il repose sur rien du tout. Il y a ce problème-là, et il y a un autre problème qui est le problème des irrationnels, qui est la division des irrationnels, qui se fait aussi dans ce truc de limite qui est mal défini. Et là, on décide de refonder les mathématiques, non plus sur la géométrie, avec ses 5 axiomes, mais de refonder les mathématiques sur la théorie des ensembles, sur les ensembles, et puis ensuite, dans un second temps, de faire une théorie des ensembles, c'est-à-dire une axiomatique pour les ensembles. Et aujourd'hui, vous savez que quand on fait des maths, tout est ensemble. Enfin, on commence même à l'école maternelle aujourd'hui, on fait faire des petits bouts de bâton rouge et des billes ou je ne sais pas quoi, des kharas rouges et je ne sais pas quoi, et on fait faire des ensembles aux gamins pour les mettre tout de suite dans le bain des ensembles et de raisonner en termes d'ensemble. Bien. Alors, la théorie des ensembles, elle est fondée sur des axiomes, c'est-à-dire qu'il y a une axiomatique qui dit ça, c'est un ensemble, ça, ce n'est pas un ensemble. D'accord? Et voilà comment on construit les ensembles. Cette axiomatique-là, on la doit à Frege d'abord, mais avec un petit problème qui apparaît, ou un gros problème, c'est que les axiomes s'avèrent être contradictoires. Il y a un axiome qu'on appelle l'axiome de compréhension qui permet de définir un ensemble à partir d'une propriété caractéristique, qui caractérise l'ensemble. X tel que P de X, l'ensemble de tout ce qui vérifie telle propriété. Or, cet axiome-là amène à une contradiction qui est notamment soulevée par Russell. On corrige, c'est corrigé, et on obtient ce qu'on appelle le système des axiomes de Zermelo-Franklin. Zermelo-Franklin, donc c'est toujours à l'école allemande, même si je le prononce un peu à l'anglaise ou à la tunisienne. Et donc, on a une théorie des ensembles qui fonctionne. Croyons-nous. Et puis,
en même temps, en parallèle, hein, on a Hilbert, un grand mathématicien de son époque, qui domine l'ensemble des mathématiques, et qui propose d'avoir un programme qui est de la construction d'un système formel consistant, c'est-à-dire non contradictoire. Système formel, c'est-à-dire quoi? Des axiomes avec des règles de déduction, pour pouvoir déduire des axiomes des théorèmes. On appelle ça un système formel. Et il faut qu'il soit consistant, c'est-à-dire non contradictoire, comme l'a été celui de Frege au début, mais que l'on a corrigé, et puis maintenant ça marche, Zermel Franklin, qu'il soit complet. Complet, c'est-à-dire qu'on puisse, s'il y a une formule que l'on peut écrire dans notre langage, et si elle est vraie, alors elle est démontrable, c'est-à-dire que tout théorème est vrai, tout ce qui est démontrable est vrai. Non, c'est l'inverse, que tout ce qui est vrai est démontrable. C'est que tout ce qui est vrai, consistant, tout ce qui est vrai, consistant, tout ce qui est démontrable est vrai, complet, tout ce qui est vrai est démontrable. Et décidable, c'est-à-dire que par une procédure finie, il faut qu'on arrive à faire tout cela. D'accord? Alors ça, c'est le programme de Hilbert. Vous voyez, ça ressemble pas mal au programme aussi de Leibniz. Là, on est vraiment dans sa réalisation. Et il se trouve que, voilà, j'explique ce que c'est. Alors, vous avez Turing, c'est l'école anglaise. Il donne, avec une machine de Turing, un ensemble de règles formelles qui permet de calculer grâce à une machine, hein, tout sauf ce qui est indécidable. Alors, ce qui est indécidable, ça peut par exemple diverger vers l'infini ou des choses comme ça. Bon. Et puis vous avez la thèse de Church qui est la symétrie, l'inverse, si vous voulez. Tout ce qui est calculable peut être dérivé de règles formelles. Et les règles formelles, c'est la machine de Turing qui nous les donne. Donc la thèse de Church, c'est celle qui fait l'équivalence entre la calculabilité et le fait qu'on peut dériver ce qui est calculable par une machine de Turing, c'est ce qui est calculable de façon intuitive, si vous voulez. Voilà. Alors, donc voilà un petit peu dans quel domaine on est. Vous avez à la même, plus ou moins, à quelques décennies près, là je saute un peu les années en avant et en arrière, Carnap et Gödel dans le cercle de Vienne, qui, elle, considère que la logique est constituée d'une part d'une syntaxe, un agencement formel, et d'autre part une sémantique qui complète la syntaxe par interprétation. Et donc, vous voyez comment les choses, ce que j'expliquais, qui précédemment, historiquement, se sont construites comme ça, mais sans que l'on ait cette réflexion dessus, maintenant, elles sont réfléchies. On réfléchit et on le décrit de cette manière-là. Et tout cet ensemble-là s'attaque au programme de Hilbert. Maintenant, on est mûr pour nous attaquer au truc de Hilbert. On a les axiomes, on a tout. Et il se trouve que Gödel, qu'est-ce qu'il fait? Il démontre que si un système formel, axiomatique, quelconque, a fortiori ZF, avec lequel les mathématiciens aujourd'hui sont satisfaits de travailler, ils disent voilà, on a des axiomes, tout va bien, ça marche bien aujourd'hui, on n'a plus de problème. Les axiomes de la géométrie ont posé problème, on a fait les axiomes de la théorie des ensembles. Frege nous a donné des axiomes il y avait un problème, on a résolu le problème, on est avec ZF aujourd'hui, ça marche bien et tout ça. Donc, tout va bien. Et Gödel nous dit que ce soit ZF ou que ce soit un autre système, quel que soit le système d'axiomes, quel que soit le système formel que vous allez utiliser, pour peu qu'il soit suffisamment riche pour décrire l'arithmétique, c'est-à-dire faire 1, 2, 3, 4, l'addition, la récurrence, pour peu qu'il soit suffisamment riche pour décrire l'arithmétique, eh bien, de deux choses l'une, ou bien il sera inconsistant, c'est-à-dire qu'il aboutira à des contradictions, et on pourra démontrer des choses fausses comme des choses vraies. Et à ce moment, on n'en veut pas. Ou bien, s'il est consistant, eh il sera forcément incomplet, c'est-à-dire qu'il y aura des vérités qui ne seront pas démontrables. Alors, une vérité, il ne s'agit pas de décider si mon écharpe est belle aujourd'hui ou pas, hein, mais il s'agit de parler de vérités, de formules qui sont, que l'on peut écrire, de vérités qui peuvent être décrites dans le langage dans lequel on est. Hein, donc, il s'agit de vérités mathématiques en l'occurrence, mais de façon plus générale, ça s'applique à tout système formel. Donc, ça peut être un programme informatique, ça peut être une langue, un code secret pour envoyer des messages, tout système formel. S'il est consistant,
on ne peut pas en dériver par des règles de déduction, à partir des axiomes, toutes les vérités que l'on a dans ce même système. D'accord? Alors, l'étape suivante, c'est celle de l'informatique. Alors, combien de temps il me reste? Un quart d'heure, c'est très bien. Alors, l'étape suivante, c'est celle de l'informatique. Évidemment, tous ces gens-là ont travaillé, l'informatique n'existait pas, mais en réalité, ils étaient en train d'inventer tout le bagage théorique pour faire de l'informatique. Il y avait aussi le bagage matériel, il fallait faire de l'électronique aussi à côté de ça. Donc, l'informatique, c'est programmer. Les mathématiques, maintenant, c'est calculer. Calculer, puisqu'on a un langage formel qui dit que si vous avez un problème mathématique, une démonstration à faire, eh ben, ça relève de l'ordre du calcul à partir du langage formel. Ce calcul-là, ce n'est pas le calcul 1 plus 2 égale 3, mais enfin, c'est une dérivation automatique à partir des actions, hein, dans ce sens-là. Donc, vous avez d'une part les mathématiciens, lorsqu'ils démontrent, ils dérivent de façon automatique à partir des axiomes, donc c'est quelque chose de calculatoire. De l'autre côté, vous avez les informaticiens qui programment. Et ils programment à partir quoi? À partir d'un formalisme qui est dans la machine et qui lui aussi relève de l'automatisme. Et donc, vous avez Church, dont j'ai parlé tout à l'heure, avait élaboré, pour pouvoir décrire le formalisme, ce qu'on appelle le lambda calcul. Alors, une version typée du lambda calcul permet de décrire en même temps les langages mathématiques ou les langages formels que l'on utilise éventuellement en mathématiques et qui permet aussi de rendre compte du formalisme ou des langues formelles de l'informatique, des langues de programmation. Et donc, grâce au lambda calcul typé, on arrive à démontrer qu'il y a une équivalence entre programmer et démontrer. Démontrer et programmer, c'est la même chose. Et à chaque démonstration mathématique, à chaque théorème, on peut associer un programme informatique. À chaque programme informatique, on peut associer un théorème mathématique. Donc, les limitations du théorème de Gödel, des théorèmes de Gödel, les théorèmes d'incomplétude, il y en a 2, plus un problème d'indécidabilité, ça fait 3 théorèmes, mais je ne rentre pas dans ces détails. Ces limitations sont valables également pour l'informatique. Ça vaut le coup aujourd'hui de dire qu'elles sont valables aussi pour l'intelligence artificielle, hein, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, je voudrais, dans les 10 minutes qui me restent, quand même, expliquer comment ça peut marcher, cette histoire d'incomplétude. Comment on peut dire qu'un système d'axiomes est soit consistant, soit complet, mais qui ne peut pas être les deux en même temps. Alors, je me propose de faire ça. Je crois qu'on peut y arriver si j'ai votre attention. Ce que fait Gödel, il le fait pour l'arithmétique, il le fait pour la théorie des ensembles, je vais le faire pour l'arithmétique. Donc, un langage suffisamment riche pour décrire les formules de l'arithmétique. Les formules de l'arithmétique, c'est 1 plus 1 égale à 2, par exemple. Hein, c'est une formule d'arithmétique. Un langage suffisamment riche pour décrire le langage de l'arithmétique, s'il est consistant, si mon système d'axiomes qui est dedans est consistant, eh ben, il ne peut pas être suffisant pour démontrer toutes les vérités de l'arithmétique. Alors, on pourrait dire que, par souci pédagogique, parce que je n'oserais pas dire que ça fonctionnait comme ça dans la tête de Gödel, je ne sais pas comment il a raisonné au départ, quand on part du paradoxe du menteur. Le menteur, vous connaissez, ça remonte à l'Antiquité. Je mens. Effectivement, si je suis en train de mentir en affirmant que je mens, c'est que ce que je dis est faux et que donc je ne mens pas. Mais si je ne mens pas, ce que je dis est vrai et ça veut dire que je mens. Vous voyez, ça se mord la queue, hein, et ça montre les limites du raisonnement du raisonnement déductif, on va dire. D'accord. Ce paradoxe du menteur, il va le chanter, Gödel, en disant pas. Il va construire une formule qui ne va pas dire je suis fausse, mais il va construire une formule qui va dire je ne suis pas démontrable. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est quand la formule dit je suis fausse, on est dans le cadre sémantique. Quand la formule dit je suis démontrable, on est dans les deux cadres. Le fait qu'elle affirme quelque chose qui est éventuellement vrai ou faux, il y a une sémantique,
Mais ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'est pas démontrable. Or, la démonstrabilité, elle est de l'ordre du formalisme, de la syntaxe. Donc, il est en train déjà de différencier les deux. C'était d'ailleurs ce qu'il, dès le cercle de Vienne, c'était déjà établi, cette distinction-là. Donc, il dit, je construis une formule qui dit « je ne suis pas démontrable ». Alors, si cette formule est démontrable, eh bien, ce qu'elle affirme est faux. Elle affirme « je ne suis pas démontrable ». Or, cette formule-là, on va dire F égale F n'est pas démontrable. Si F est vrai, alors F n'est pas démontrable, donc j'ai une formule vraie qui n'est pas démontrable, donc le système est incomplet, puisqu'il y a une formule vraie qui n'est pas démontrable, alors c'est qu'elle est fausse. Alors si F est fausse, ce qu'elle affirme est faux, et qu'est-ce qu'elle affirme? Elle affirme F n'est pas démontrable, donc F est démontrable. Et donc, j'ai une formule fausse qui est démontrable. Alors, vous allez me dire, ah, bah, ça y est, c'est formidable, on a réussi. Non, non, ce n'est pas aussi simple que cela. Parce que je vous rappelle qu'il faut qu'il la construise, la formule F. Le dire comme ça, c'est rien. Ça, c'est juste l'idée. Il faut qu'il la construise. Je rappelle que c'est une formule de l'arithmétique. Il est en train de dire, il existe dans l'arithmétique une formule qui dit « je ne suis pas démontrable ». Parce qu'il est en train de dire, c'est la limite de l'arithmétique. Or, dire il existe dans l'arithmétique une formule qui dit ça, on est dans un niveau méta-arithmétique. On est au niveau du métalangage. Il faut que ce niveau métalangage soit lui-même arithmétisé. Et pour arithmétiser cette formule du métalangage, il va faire ce qu'on appelle aujourd'hui, de façon commune, que les informaticiens savent faire, un codage. Il reprend la construction du langage arithmétique à partir des termes élémentaires. Et les termes élémentaires, il leur associe un code, un numéro, un nombre. Et puis ensuite, il dit une formule, c'est une suite de symboles. Chaque symbole est associé à un numéro. Une formule, c'est une suite de numéros. Cette suite de numéros, je la code elle-même par un numéro. Donc maintenant, toute formule de l'arithmétique, y compris la formule F qui dit « je ne suis pas démontrable », si jamais on arrive à l'arithmétiser, si jamais on y arrive, ça serait un numéro. Et puis une démonstration, parce que s'il dit « je ne suis pas démontrable », il faut dire que quelle que soit la démonstration, ce n'est pas une démonstration de ça. Donc il faut aussi coder les démonstrations. Une démonstration, c'est quoi? C'est une suite de formules. La première formule, c'est un axiome. La deuxième est déduite de l'axiome par une déduction, ou bien elle-même est un axiome, etc., etc. Donc, une démonstration, c'est une dérivation des axiomes par des déductions. Donc, c'est une suite de formules jusqu'à arriver à la formule finale, qui est le théorème que l'on veut démontrer. Donc, si une démonstration, c'est une suite de formules et que chaque formule est un numéro, c'est codé par un numéro, une démonstration, c'est une suite de numéros. Et cette suite de numéros, elle-même, on peut la coder par un numéro. Par ce stratagème, par cette hila, si j'ai envie de dire, hein, par cette ingéniosité, on a presque l'impression que c'est un tour de magie, il arrive à construire une série de nombres arithmétiques, une formule de l'arithmétique, qui est le code d'une formule qui dit « je ne suis pas démontrable ». C'est-à-dire, c'est le code d'une formule qui dit « cette formule n'est pas démontrable » et lorsqu'on regarde cette formule-là, on s'aperçoit que c'est elle-même. Alors, j'en ai fini avec le théorème de Gödel. Une fois que tout cela est fait, et ben, finalement, on a l'échec du projet de Leibniz, la réussite relative du projet de Leibniz, mais en même temps ses limites. On a la réussite du programme d'informatisation de la société à venir, mais en même temps ses limites. Et on a aussi les limites des mathématiques. Les mathématiciens aujourd'hui sont incapables, alors que pour la première fois depuis l'Antiquité, ils ont une axiomatique qui leur semble valable. En même temps, ils ne savent pas si cette axiomatique est consistante, ils ne savent pas si elle est complète, mais ils savent que si elle est consistante, ce qu'ils espèrent, elle est incomplète. Et donc, on ne pourra jamais démontrer toutes les vérités. Et là, maintenant, ça y est, vous êtes contents, vous êtes dit, oh là là, c'est formidable. Ça ne s'arrête pas là. C'est pire que cela. C'est qu'il démontre, dans le cadre de la théorie d'ensemble, que la formule qui affirmerait éventuellement la cohérence d'un système axiomatique,
Cette formule-là, donc elle est méta, le système axiomatique. Dire ce système axiomatique est cohérent. Je suis à un niveau méta. Elle-même, il arrive à la mathématiser dans le système lui-même. Donc le système va être autoréférent. Et cette formule-là elle-même qui affirme la consistance du système, elle-même, elle est indémontrable. Elle-même, si le système est consistant, elle fait partie des formules vraies non démontrables. Donc ou bien elle est fausse, ou bien si elle est vraie, elle n'est pas démontrable. Donc ça montre que définitivement, les limites ne seront jamais accessibles pour le mathématicien et les mathématiciens continueront toujours à travailler sur un sable mouvant. Voilà. Et j'ai fini. Merci. Merci. Je vais regarder parce qu'il y a des questions peut-être. Merci Marouane pour cet exposé très intéressant qui nous a donné une idée sur l'évolution des formes syntaxiques et sémantiques en mathématiques avec un passage par l'histoire des mathématiques arabes. Et vous avez aussi très bien expliqué les notions de démonstration et de programme. On sait tous que les mathématiques sont très difficiles, donc j'espère que vous aurez des questions pour Marouane. Alors, je sais pas, il y a un article micro. Bon, merci, M. Marouane, merci à tous. Bon, j'ai deux questions ici. Question concernant les géométries non euclidiennes. Il y a aussi la géométrie projective. Est-ce qu'on peut considérer la géométrie projective comme géométrie non linéaire, non euclidienne? Question numéro 2, concernant le théorème d'incomplétude de Gödel. Le système de codage que vous avez déjà parlé est un système de codage linéaire. Si ce système n'est pas linéaire, comment peut-on raisonner pour donner le codage ou bien pour que le codage soit accessible aussi? Même le codage peut-être ne serait pas accessible. Pourquoi? Parce que le système de codage doit être linéaire dans cette façon. Merci. Bon, marche ça. La géométrie non euclidienne, bon, c'est connu. C'est pas moi qui maintenant vais dire est-ce que c'est ou ce n'est pas une géométrie non euclidienne. Hein, c'est une géométrie non euclidienne, c'est connu. Alors, je ne comprends pas très bien ce que vous dites. Le système de codage qu'il a choisi fonctionne pour prouver son théorème. Donc, vous proposez un autre système de codage. Et vous en feriez quoi? Je ne comprends pas votre question. Si vous choisissez un système de codage, vous dites, bon, celui-ci est linéaire, je choisirais un système de codage qui n'est pas linéaire. Et alors, lui, avec son système de codage, il arrivait à démontrer tous ses théorèmes. Il ne le fait pas pour le codage lui-même, il le fait pour démontrer ses théorèmes. Comprenez? Il le fait pour pouvoir faire en sorte que le métalangage appartienne au langage. Il le fait pour mathématiser le niveau métamathématique. Voilà le but, l'objectif. Et ça marche. Bon. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est comme ça que je peux y répondre. Merci Marouane. Moi, j'ai pas bien compris la fin. Ça ne veut pas dire que j'ai tout compris, mais, Oui. mais juste la dernière phrase en disant, on comprend de ce que vous avez dit que finalement les mathématiques aujourd'hui ne servent plus à rien ou Ah de non, ce je n'ai pas théorème dit de ça. Gödel. Pas dit ça. Ou, et puis, est-ce qu'elles peuvent répondre à des problématiques, d'après ce théorème, cette approche de Gödel, à des problématiques de l'intelligence artificielle et d'explicativité, de démonstration au sein des algorithmes de deep learning? Bah, ce que ça dit, c'est qu'il y a des formules qui sont indécidables. C'est-à-dire des formules qui sont vraies dans un. Alors, vous avez un système formel, vous avez une interprétation, quelle que soit l'interprétation que vous allez mettre, vous allez obtenir des formules qui sont vraies, des formules qui sont fausses. Et bien, parmi ces formules qui sont vraies, certaines ne seront jamais, je ne sais pas qu'elles seront jamais, c'est qu'il est impossible de les démontrer parce qu'elles sont indémontrables, bien qu'elles soient vraies. Sauf si le système n'est pas consistant. Si ce n'est pas consistant, le système est contradictoire, vous pouvez tout démontrer, le vrai et le faux. Voilà, c'est ça que ça dit. Ce que l'on démontre aussi, c'est que les formules indécidables sont la majorité. C'est que l'infinité des formules indécidables est beaucoup plus grand, au sens de Cantor, hein, c'est que c'est un transfini plus élevé
que les formules décidables, qui sont vraies, qui sont vraies ou fausses, mais dont on peut démontrer qu'elles sont vraies ou qu'elles sont fausses. Les formules indécidables sont des formules, si elles sont vraies, on ne peut pas le démontrer, si elles sont fausses, on ne peut pas prouver qu'elles sont fausses. Si vous permettez, je saute juste, ça me donne l'occasion de dire autre chose. C'est que vous voyez, là, ce qui est très important, c'est que tout cela est fait mathématiquement. On n'est pas dans un raisonnement métamathématique, on émet l'hypothèse de cette possibilité-là. Tout cela le niveau métamathématique est plongé dans les mathématiques. C'est ça qui est important. Si on oublie cela, on peut retrouver quelque chose chez Sama al-Maghribi. Vous avez tout le formalisme de Karaji de Sama. Il a fait qu'ils se sont mis à raisonner sur les formes mathématiques indépendamment du sens. Et Sama a un texte dans le Behr où il élabore, où il fait une combinatoire en disant il existe des formules, il existe des problèmes, il nous dira, qui sont vrais et démontrables. Il existe des problèmes qui sont faux et on peut démontrer qu'ils sont faux. Il existe des problèmes dont on peut démontrer qu'ils sont faux et qu'on peut démontrer qu'ils sont vrais. Et il existe des problèmes dont on ne peut pas démontrer qu'ils sont faux et on ne peut pas démontrer qu'ils sont vrais. Donc, je peux démontrer que c'est vrai, je peux démontrer que c'est faux, je peux démontrer que c'est vrai et démontrer que c'est faux, je ne peux pas démontrer que c'est vrai et je ne peux pas démontrer que c'est faux. Vous savez, c'est un raisonnement combinatoire, purement combinatoire. Alors, dans ce raisonnement combinatoire, on pourrait se dire, il y a une des alternatives que je sais supprimer automatiquement. C'est la possibilité de démontrer à la fois que il y en a deux que je peux supprimer. Une, je démontre que c'est faux et je démontre que c'est vrai. Il se place automatiquement dans un système consistant, hein, donc il ne peut pas démontrer à la fois la chose et son contraire. Donc celui-là, il le supprime. Mais le deuxième, qui a priori on devrait supprimer, c'est celui où je ne peux pas démontrer que c'est vrai, je ne peux pas démontrer que c'est faux. Vous avez vu qu'il a raisonné de façon combinatoire, hein, c'est-à-dire qu'il ne se met pas dans l'hypothèse du système d'un problème ouvert. Je ne sais pas encore démontrer, mais un jour viendra où on pourra démontrer. Il est impossible de démontrer, il est possible de démontrer que c'est vrai, il est possible de démontrer que c'est faux, il est possible de démontrer que c'est vrai et de démontrer que c'est faux, il est possible de démontrer que ce n'est... et il n'est pas possible de démontrer que c'est vrai, il n'est pas possible de démontrer que c'est faux. Il joue sur cette combinatoire-là, et donc il n'est pas possible de démontrer que c'est vrai, il n'est pas possible de démontrer que c'est faux, c'est absolu, ce n'est pas provisoire. Et cette alternative-là, il ne la supprime pas. Celle qui supprime, c'est celle de l'inconsistance, mais celle qui ne supprime pas, c'est celle de l'indécidabilité. Donc le raisonnement, alors on peut se dire comment au IIe siècle on peut avoir un mathématicien qui peut concevoir l'indécidabilité. En fait, c'est très simple, parce qu'il est dans le cadre d'une algèbre formelle, il est dans le cadre de raisonnement purement formel. Et donc, ça s'impose à lui, il le pose comme ça. La grande différence avec Gödel, il ne s'agirait pas de dire j'ai Gödel avant Gödel, pas du tout. La grande différence, c'est que chez Samael, le niveau métamathématique reste un niveau métamathématique. Alors qu'avec Gödel, c'est démontré. Et il exhibe la formule. Le niveau mathématique est mathématisé. C'est ça l'immense pas. Voilà. Alors, celles qui sont indécidables, c'est la majorité, mais vous savez, c'est celles qu'on rencontre le moins souvent. C'est celles qu'on ne rencontre pas. Pi, pour le mathématicien, c'est un objet très courant. Mais pour le physicien, c'est toujours 3 ou 3,1 ou 3,14 ou 3,5 décimales en fonction de l'approximation dont il a besoin, mais il le rencontrera jamais, pi. D'accord? Donc, on n'a pas besoin des formules indécidables. On a besoin de certaines... voilà. Alors après, autre chose, est-ce qu'on peut approximer les formules indécidables par des formules décidables? Ça, c'est une topologie au sein de la logique, c'est encore autre chose. Voilà. Ah, pardon. Oui, c'est pas moi qui donne la parole. Oui, c'est ça. Merci. Mais c'est curieux. Ta conclusion rejoint quelque part la bonne vieille position platonicienne du statut intermédiaire des mathématiques, et bien sûr avec la dialectique qui transcende tout ça, quelque part, c'est-à-dire oui, oui. Mais c'est pas sur ça que j'aimerais te... Est-ce que maintenant, quand je suis pas sûr, c'est sûr du caractère arbitraire du choix du terme technique. Il doit y avoir, comme on dit toujours, un petit pont du passage du passage du sens de la langue ordinaire au contenu technique. Non, parce que quand tu parles de mail, il ne faut pas l'entendre au sens financier ou tout ça. Quand tu parles de shape, tout ça,
Bon, on a commencé maintenant à parler un peu de chez au niveau théologie, au niveau de. Donc, bon, c'est pas évident. Hein. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que la question Tout pour le chez. la question est double. La question est double, pourquoi? Est-ce que les termes med, et shay, et jadr et adad mufrad ont été choisis? Et de dire que le kolham adad aussi, est-ce que ça a été choisi au hasard? Pourquoi il n'aurait pas dit tassa ou hanout ou tel ça? Hein? Pourquoi il a utilisé ces mots-là? Il aurait. Pour que tu sautes de là, tu sembles sauter de coq à l'âne, mais ce n'est pas du coq à l'âne. Alors, bien sûr, je suis d'accord avec ça, et c'est à fouiller, mais ce qui m'importe, c'est de voir l'usage qu'il en fait. Est-ce que, si je remplace ces mots-là par d'autres mots, le texte se déroule de la même manière, ou est-ce qu'il se déroule autrement? Autrement dit, est-ce que dans la composition de ces 6 équations canoniques, il utilise le sens? Ou est-ce qu'il utilise uniquement la forme? Est-ce qu'il fait juste un arrangement, une combinaison, en les déplaçant de place en place? Ça, c'est la question. Et puis, l'usage que vont faire les mathématiciens après lui aussi. Tout à coup, ils ont un bagage qui, jusqu'à aujourd'hui, permet de formaliser des objets mathématiques qui n'existaient pas à l'époque d'Al-Khwarizmi. Donc, il est uniquement, il dissocie pour la première fois, pas dans les mathématiques, parce que les linguistes ont fait ça avant lui. Les grammairiens, les lexicographes ont fait ça avant lui. Mais dans le cadre des mathématiques, pour la première fois, on a une approche syntaxique et une approche sémantique qui se complètent, mais qui sont traitées de façon parallèle. Et puis pour la première fois, le mathématicien fait autre chose que démontrer des théorèmes. Il travaille sur des formes, et on leur donne du sens, elles sont contradictoires entre elles, elles ne sauraient pas être des théorèmes puisqu'elles sont contradictoires entre elles, pour celui qui a encore un doute. Et ce sur quoi il travaille, c'est sur la transformation d'une forme en une autre forme, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, il donne du sens. Et il s'aperçoit que la transformation syntaxique correspond à quelque chose géométriquement, c'est-à-dire que l'algorithme fait ce que l'on veut. Merci. Merci à vous. Excusez-moi. Voilà, une dernière question. Oui, peut-être venez-vous de répondre à ma question à l'instant. Bon, vous êtes arrivé à nous retenir pendant près d'une heure sur un langage particulier. Merci beaucoup. J'attendais de votre démonstration que vous fassiez le lien entre la fondation, semble-t-il, des nouvelles mathématiques, Khwarizmi et les autres mathématiciens musulmans, 9e, 11e siècle. Et qu'à partir de là, on voit le déroulé des progrès mathématiques à partir de cette base nouvelle. Je vous avoue que dans votre présentation, je n'ai pas vu cette fondation à partir de laquelle vont progresser les mathématiques. C'est ce à quoi je m'attendais, mais que je n'ai pas saisi dans votre discours. L'occasion de revenir sur des. Je suis passé très vite, et c'est justement là-dedans. Donc, Al-Khwarizmi nous a donné un langage formel, ce qui est celui des équations. Il nous donne des algorithmes pour résoudre ces équations, et il nous dit, maintenant, ces algorithmes ils font la même chose que la géométrie si vous interprétez les termes de l'algèbre dans le cadre de la géométrie. Et ce que vont faire les mathématiciens, que j'ai cités ici, ils vont prendre des objets de la géométrie, les livres de la géométrie, le livre 10 des éléments d'Euclide, le livre 5 des éléments d'Euclide, le livre 2 des éléments d'Euclide, les coniques d'Apollonius aussi, mais ça c'est un peu différent. Et ils vont les traduire dans les termes de l'algèbre, ils vont les transformer en équations. Alors il y a tout un courant de mathématiciens qui vont continuer à faire de la géométrie à un très haut niveau, mais il y a aussi des mathématiciens qui vont devenir algébristes, et la géométrie va être algébrisée.
Cette algébrisation de la géométrie, c'est tout un courant qui va aboutir à toute une évolution. Première étape, donc c'est El-Mehen, El-Khazn, Ibn Asma, El-Ehwezi et encore d'autres qui sont tous décrits dans ce livre. Et puis, il y a aussi ceux qui font la même chose avec l'arithmétique. Ceux qui font la même chose avec l'arithmétique, il s'agit de Qost ibn Luqa, entre autres, Abul Wafel Bouzjani, qui vont prendre, par exemple, les arithmétiques de Diophante, et qui vont traduire l'arithmétique de Diophante dans le langage de l'algèbre, ce qui va petit à petit donner ce qu'on appelle aujourd'hui l'algèbre diophantienne. Alors ça se passe entre le 9e et le 10e siècle, essentiellement. Et puis après, l'étape suivante, c'est celle d'Al-Karaji et de Sama'el, qui est une réforme de l'algèbre. Ça, c'est on plonge dans l'aspect syntaxique. L'autre réforme, c'est celle d'Omar Khayyam, qui, lui, va traiter des problèmes au lieu de traiter des problèmes de la géométrie avec l'algèbre, il va traiter des problèmes de l'algèbre avec la géométrie. Parce que les mathématiciens vont essayer de généraliser ce qu'a fait le Khawarizmi avec le 2e degré au 3e degré, mais ils ne vont pas réussir à trouver une solution générale, un algorithme général. Ils vont trouver des solutions particulières pour certaines équations du 3e degré. Et Khayyam, lui, il va dire, bon ben, je prends ce qu'ont fait les algébristes sur les coniques, et ils ont obtenu des équations du 3e degré. Si je représente ces coniques-là sous forme de courbe dans ce qu'on appelle aujourd'hui un repère cartésien, et que je regarde l'intersection de deux coniques, j'obtiens sur l'axe des abscisses la solution de l'équation du 3e degré. Et donc, je ne sais pas résoudre algébriquement l'équation du 3e degré comme le Khawarizmi nous a montré pour le 2e degré, par un algorithme, c'est-à-dire par radicaux, en utilisant les 4 opérations de l'arithmétique et le radical. Je ne sais pas le faire, mais de façon générale, je sais le faire sur certains cas particuliers. Mais par contre, la géométrie, elle, me permet de voir la solution sur l'abscisse dans le repère cartésien. Donc, ce que vous avez finalement, pour résumer, vous avez une géométrisation, une algébrisation de la géométrie, et d'autres, les Heshimi, etc. Vous avez une algébrisation de l'arithmétique, Qost ibn Luqa, Abul Wafel Bouzjani et d'autres. Vous avez un développement de l'algèbre pour les équations, Ebou Kemel, Al-Meheni et d'autres. Vous avez une limite, pour l'époque, pas une limite définitive, on ne sait pas résoudre toutes les équations au 3e degré. L'école italienne, Scipione del Ferro, Cardano, Tartaglia, etc., vont le faire plus tard. Donc, ils ne savent pas résoudre par radicaux toutes les séquences 3e degré. Et El Khayyam, qui lui va dire, bon, ben, ce pont qui existe entre la géométrie et l'algèbre, je vais aller plus loin, représenter sous forme de courbe. Cette fois-ci, on n'est plus dans une géométrie des figures, mais dans une géométrie des courbes. C'est nouveau. Et là, par la géométrie, je résous les problèmes du 3e degré. D'accord? Enfin, je les résous. Je dis la solution est là, hein, mais je ne peux pas identifier la solution algébriquement. Alors voilà un petit peu ces premières étapes. Et puis après, bon, tout cela, si je dois continuer jusqu'à Leibniz, je saute là encore beaucoup de choses. Il y a l'école italienne, le passage au monde latin, ça on n'en a pas beaucoup parlé hier. Et puis il y a après l'irruption du calcul différentiel intégral avec Leibniz et Newton. Et où là, à la fois, vous avez le formalisme polynomial d'El-Karaji, et puis vous avez les notions de dérivation, d'infiniment petit. Alors là aussi, on pourrait, tout ce qui manque entre les deux, quand El-Khayyam il fait son intersection de coniques, il faut regarder précisément où se fait l'intersection, et là, pour voir où se fait précisément l'intersection, et si elle existe, deux courbes continues quand elles se coupent, parce qu'on obtient un point, etc. Ça se fait par une façon infinitésimale, si vous voulez, première, par Sharafuddin Toussi, qui va dire là où il y a intersection, il faut que telle forme s'annule. Cette forme-là, c'est le polynôme dérivé. Mais ce n'est pas encore la théorie de la dérivation, qui va venir plus tard. Et voilà, donc il y a encore beaucoup d'étapes. Alors on sait beaucoup de choses, mais il y a encore plus de choses qu'on ne sait pas encore. Hein. Les textes à lire, à étudier, à éditer sont encore plus nombreux que tout ce qu'on a fait. Et c'est pour ça que la collection que j'ai présentée là, c'est essentiellement dans la continuité de tout ce que fait Beit Hakma, c'est essentiellement une collection d'éditions de textes et de leur analyse, et pas une collection d'exposés de travaux de synthèse. C'est comme ça qu'on l'avait pensé. Voilà. Merci. Merci Marouane, merci à vous tous et on passe à la pause café. Merci.
pas posé la question.